Salut tout le monde, aujourd'hui pour faire suite à la vidéo unboxing et la vidéo performance sur le Midis Ultra, on va voir la partie photo-vidéo. Je rappelle quand même que DxOMark l'a classé premier de son classement photo et vidéo, donc c'est quand même une grosse partie importante de ce smartphone. Pour ceux qui découvrent la chaîne, moi c'est Jérémy. Sur la chaîne Chinageek, je vous présente toutes sortes de produits high-tech, des smartphones, des écouteurs Bluetooth, des tablettes, un petit peu tout ce qui se fait du moment que ça soit fabriqué par des marques chinoises. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a de très bons rapports qualité-prix sur ce genre de produits, comme on va le voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça peut vous intéresser. Et on commence tout de suite la vidéo. On commence par les caractéristiques techniques et comme on le voit directement, on a de gros capteurs sur ce smartphone. Premier capteur, ça va être le capteur principal de 48 mégapixels. On va ensuite avoir un téléphoto de 12 mégapixels avec un zoom optique 2 fois. Ensuite, on va avoir un deuxième téléphoto, cette fois avec un 48 mégapixels. Et c'est ici qu'on va avoir ce zoom x120 numérique, sinon on a un zoom optique de 5 fois. Ensuite, on va avoir un ultra grand angle de 20 mégapixels. Ensuite, on a le capteur selfie de 20 mégapixels. Ici, contrairement à d'autres modèles, on n'a pas de capteur de macro ou de capteur de profondeur de champ. Donc je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce que moi je préfère avoir des zooms plutôt que ces capteurs-là, parce que je fais pas de macro, je fais pas non plus de portrait. Et du coup, avec les capteurs téléphoto, on peut quand même faire du zoom et du portrait et avoir quelque chose encore de meilleure qualité finalement. Alors niveau application photo, on va retrouver le mode pro qui va vous permettre de vraiment venir personnaliser tous les petits détails. On a aussi le Zebra qui permet de voir les zones surexposées, on va avoir le focus picking aussi, donc ça c'était déjà présent sur le Mi 10 de toute façon. Sur la partie vidéo, on va pouvoir facilement choisir la résolution d'enregistrement de 720p à 4K 60 fps. Pour la 8K, il suffit d'activer le bouton du milieu. Pour la 4K, on peut filmer en 30 fps sur l'ultra grand angle et en 60 sur le capteur principal, mais aussi sur le zoom x5 au besoin. Pour la photo du classique, on va pouvoir retrouver l'activation du mode macro via le menu tout en haut. On retrouve ensuite le mode portrait avec la possibilité de rajouter des effets directement sur la photo ou encore de régler la profondeur de champ. Dans la partie mort, on va avoir le reste des options, le mode nuit, le mode 48 mégapixels, du time-lapse, du slow motion, qui permet de filmer jusqu'à 960 fps en Full HD sur une courte période. On va avoir le front and back, l'exposition longue ou encore le mode Supermoon qu'on va voir juste après. Alors pour la partie photo, ce qui a été vachement mis en avant pour le parti marketing, c'est vraiment le zoom x120. Alors je l'ai essayé, effectivement déjà rien qu'en voyant sur le papier, on se doute bien qu'on va pas avoir un résultat incroyable. Et effectivement, comme vous allez le voir dans les photos, à 120 on peut pas vraiment faire grand chose avec ce genre de photos, on n'a que des pixels finalement. Donc c'est vraiment un argument marketing, je pense que ça sert à rien. Par contre, on a quand même un zoom optique qui va jusqu'à x5 et le zoom jusqu'à x10 qui reste correct, comme on le verra juste après. Voici une série de photos en utilisant les différents capteurs. En ultra grand angle, on a un angle de vue super large, un des plus larges existants sur smartphone d'ailleurs, donc ça permet de couvrir l'ensemble de la zone, ce qui est pratique en photo d'architecture ou de paysage. Je trouve que malgré ce très grand angle, on n'a pas trop de déformation sur les bords ou les lignes. On perd un peu en netteté sur les bords, mais ça reste mieux que sur d'autres smartphones que j'ai testés. Le capteur principal est lui aussi très bon, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire dessus. Les photos sont belles, les couleurs sont pas forcément trop surexposées comme on peut avoir. Alors moi j'utilise pas l'intelligence artificielle pour éviter que les couleurs soient trop saturées. On peut de toute façon venir faire la même chose avec un logiciel après comme Snapseed, donc autant les prendre d'une couleur plus neutre et après venir modifier si ça nous plaît pas. Alors comme je vous le disais, moi habituellement j'utilise pas les zooms numériques, j'utilise que le zoom optique sur mes smartphones. Ici jusqu'au x10, je trouve que le résultat est plutôt correct et qu'on peut finalement venir utiliser ces photos dans ce qu'on veut faire, que ce soit pour les mettre sur des réseaux sociaux, pour les partager, etc. Ici jusqu'à x10 ça marche bien, après au-dessus de ça, ça commence à être trop pixelisé et à 120, comme vous le voyez, on peut pas faire grand chose avec, donc pour moi ça ne sert à rien de dépasser les x10 voire à x30. Voici même des exemples du zoom x10 sur un sujet en mouvement. C'est un hélicoptère de la carte au trésor qui se posait en face de chez moi et que j'ai pu filmer donc à main levée en allant assez vite finalement, et comme vous voyez il n'y a pas trop de flou, les images sont plutôt correctes. Voici un exemple en macro aussi, donc j'ai même risqué ma vie pour essayer de faire cette photo d'abeille, mais même sans capteur dédié, je trouve le résultat très bon, surtout si on l'en fait rarement. Alors on a aussi de nouveaux modes qui n'étaient pas présents avant et qui sont plutôt sympas. Je pense par exemple à l'exposition longue qui va vous permettre de faire finalement soit des photos étoilées, tout simplement parce qu'on va ouvrir le capteur plus longtemps, soit faire aussi des chutes d'eau, par exemple si on veut lisser l'eau, on va pouvoir faire aussi des néons, si jamais il y a des voitures qui passent pour avoir une traînée ou du light painting. Donc c'est plutôt pas mal, c'est des choses qui n'étaient pas présentes et surtout c'est très simple à utiliser, en fait il suffit de cliquer dessus, ça passe directement en pose longue et il n'y a pas vraiment de paramètres à travailler ou quoi que ce soit. Donc ça rend cette fonctionnalité accessible à tout le monde. Comme vous le voyez, j'ai utilisé ça pour le Star Trail, donc la traînée d'étoiles, pour essayer de faire des lignes
en faisant une pause longue. Ici, pour avoir ce résultat, il m'a fallu 1 heure en laissant le téléphone tourner pendant 1 heure. Donc c'est assez long, hein, forcément, c'est normal. Par contre, bah voilà, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit au fur et à mesure la vidéo sur le smartphone de où est-ce qu'on en est, s'il faut continuer, s'il faut s'arrêter. Donc c'est plutôt sympa. Et j'aurais même pu continuer plus longtemps parce que c'est moi qui ai stoppé l'enregistrement parce que bah, au bout d'1 heure, je commençais à en avoir un peu marre dans mon jardin. Ici, un autre exemple de pause longue cette fois pour prendre des étoiles. Donc je vous mets 2 photos en fonction de là où j'ai pris dans mon jardin, donc on n'est pas dans une zone non plus complètement dans le noir. Par contre, je trouve que le résultat est vraiment très bien et comme je vous le dis, bah, il n'y a pas besoin de savoir faire ça, il y a juste à cliquer dessus, à attendre, le mettre sur un trépied bien sûr pour éviter tout mouvement et ça vous fait des photos quand même très belles. On a aussi le mode Supermoon que j'ai trouvé très sympa, je l'ai utilisé ici sans trépied et ça donne des résultats quand même de très bonne qualité je trouve. On peut zoomer à plusieurs niveaux pour avoir une photo finalement de très bonne qualité. On a bien entendu un mode portrait qui utilise le téléphoto x2 pour prendre la photo et avoir un effet plus naturel au niveau du bokeh, le flou d'arrière-plan. Alors niveau photo, il n'y a pas vraiment de souci, hein. On a quelque chose de très bonne qualité, j'ai pu l'utiliser dans différentes conditions de luminosité, ça marche bien, il y a des nouveaux modes qui n'étaient pas présents avant, qui rapportent une petite touche en plus. Bien entendu, on va pas faire des pauses longues tout le temps, mais c'est bien d'avoir cette option-là. L'autofocus marche très bien aussi. Je pense qu'on peut passer pas mal de temps à faire le tour des différents paramètres pour vraiment apprendre à l'utiliser au meilleur de son potentiel et faire des trucs super bien avec. Alors pour la partie vidéo, on peut filmer jusqu'en 8K, HDR10, H265. C'est ce que j'ai utilisé pour la vidéo sur l'enceinte Divoom. Donc je vous la mets juste là-haut pour que vous puissiez aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors j'étais pas super satisfait de la qualité, alors je pense que c'est aussi beaucoup dû à l'édition, parce que ça a été assez compliqué à éditer, parce que ça fait des gros fichiers. Même pendant la prise de vue, forcément ça use plus la batterie que de filmer en 4K, et par la suite c'est compliqué à éditer parce que les fichiers sont gros, mais aussi parce que des fois les logiciels ne gèrent pas forcément très bien le H265, donc je pense que la qualité finale vaut pas trop le coup de passer du temps à utiliser de la 8K avec ce codec là. Peut-être de la 8K mais sans l'HDR10 et sans le codec H265 passerait mieux, mais après finalement est-ce que la 8K on en a vraiment besoin, je ne sais pas. En tout cas la 8K ici est stabilisée, ce qui n'était pas le cas avant, donc c'est un petit plus aussi si vous voulez vraiment filmer en 8K avec. Par contre, niveau 4K, je vais vous afficher des exemples que j'ai tournés avec. On peut filmer jusqu'en 60 fps, qui va vous permettre de faire de beaux ralentis. On va avoir aussi une très bonne stabilisation sur la 4K quand on marche. Vous voyez, j'ai fait différents plans où je marche, où je suis à l'arrêt, où je me déplace droite à gauche. Et finalement, voilà, ça donne vraiment un très bel effet. Donc comme je vous le disais, je filme en 60 fps et ensuite je réduis à 25 fps. C'est la vitesse de ma vidéo, nombre d'images par seconde qu'il y a sur ma vidéo actuelle, qui me permet d'avoir cet effet de ralenti. Autre nouveauté niveau caméra, la caméra selfie de 20 mégapixels permet de filmer en Full HD et surtout maintenant on a une stabilisation aussi dans le capteur selfie. Je vous mets un exemple juste après. L'intérêt ici c'est de pouvoir vlogger finalement en se voyant dans l'écran, ce qui est plutôt pas mal et évite d'être mal cadré. Bien entendu, la Full HD peut suffire largement, on n'est pas obligé de filmer en 4K forcément, et au pire des cas, il faut juste retourner le smartphone, mais là on ne se voit plus, donc il faut prendre l'habitude d'être bien cadré, et c'est moins facile finalement. Donc pour faire des petits vlogs, ça peut être très bien d'avoir cette caméra stabilisée sur le selfie. Voici un exemple tourné avec la caméra selfie du smartphone, et comme vous le voyez, même en se déplaçant, on a de la stabilisation, ce qui permet quand même de l'utiliser facilement. Voici maintenant un autre exemple, cette fois filmé avec la caméra principale du smartphone et le micro interne. Et voici un autre exemple, cette fois avec l'objectif ultra grand angle du smartphone. Au niveau des nouveaux modes vidéo, on va avoir le mode front and back qui était disponible sur le MIDI, sauf que sur le MIDI, on pouvait juste choisir la caméra principale et la caméra selfie. Ici, avec ce système-là, on peut choisir la caméra qu'on veut finalement, donc n'importe quel des capteurs qui est devant et la caméra selfie pour faire des exemples de vidéos où on va par exemple se filmer et montrer ce qui se passe. On peut bouger un petit peu tout ça, donc c'est une petite fonction en plus, on va pas forcément l'utiliser très souvent parce que voilà, vous avez une image coupée en deux, ça vous sert pas forcément, ou une image mais avec le petit carré au-dessus et que vous pouvez pas travailler forcément l'image à part. Mais ça reste sympa et c'est une fonction qui n'était pas forcément présente partout, donc plutôt sympa. Alors pour conclure cette vidéo, on a un super téléphone, c'est pas pour rien qu'il a été classé premier sur le classement des XOMark, que ce soit sur la photo ou la vidéo, on peut filmer jusqu'en 8K, la 4K est très bien, on peut faire des photos aussi avec un zoom x120. Alors le zoom x120, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est vraiment un argument marketing qui ne sert pas vraiment,
mais jusqu'à x10, c'est quelque chose que j'ai trouvé utilisable. Alors moi, j'ai pas eu l'occasion de tester des zooms optiques ou numériques sur d'autres marques que Xiaomi, donc je peux pas vous dire si sur des marques comme Samsung ou sur Huawei, on aurait de meilleure qualité à ce niveau-là. Je vous renvoie aussi vers le test de DxOMark si vous voulez en apprendre un peu plus, parce que forcément, eux, c'est leur travail de vraiment analyser les photos, etc. Et vous pourrez voir différents exemples et avoir des graphiques, etc. si vraiment ça vous intéresse. Voilà, donc on arrive à la fin des vidéos que je vais faire sur le Médis Ultra. Je vais pas le conserver, alors j'ai vraiment hésité à le garder parce que je trouve que c'est un super téléphone. Malheureusement, comme je vous l'ai dit sur la vidéo des performances, le plus gros souci, c'est le manque de 4G en fonction des antennes, à cause des fréquences manquantes. Donc pour moi, ça peut être un problème parce que des fois, j'utilise mon smartphone quand je suis en déplacement pour envoyer des vidéos en ligne. Et déjà avec la 4G, c'est pas forcément très rapide. Donc si jamais je devais faire ça en 3G, ça serait pas possible. Donc malheureusement, je vais pas le garder. J'ai déjà trouvé quelqu'un qui voulait le reprendre pour faire des tests, donc ça tombe bien. Mais par contre, je trouve que c'est un super téléphone. Malheureusement, c'est le côté version chinoise qui pose souci. Sinon, on a tout ce qu'il faut au niveau performance, au niveau photo vidéo. Je vois pas trop ce qu'on peut faire de mieux actuellement, surtout pour le prix qui est quand même assez intéressant. On le trouve à 720 € à peu près maintenant sur le site Trading Shenzhen que je vous mets dans la description. Donc ça peut être intéressant si jamais le problème de la 4G ne vous dérange pas trop. Donc ça, après, c'est à vous de voir. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez des photos. Là, je pense que j'ai fait un petit tour. On peut bien sûr aller plus loin dans les vidéos, dans les photos, mais voilà, c'est pour vous faire une présentation. Il y a le test de DxOMark si vous voulez aller voir plus de photos et de vidéos et des comparatifs avec d'autres appareils. Donc dites-moi ce que vous en pensez et on se voit dans la prochaine vidéo.